Le rythme de la guerre en Iran est dicté par deux horloges qui tournent. Et si vous comprenez ce qui s'est passé avec la première horloge et ce qui se passe avec la deuxième, beaucoup d'aspects déroutants de la guerre commencent à prendre tout leur sens. Ensuite, nous pourrons mieux discuter pour déterminer si cette entreprise était une bonne idée au départ. La première horloge était la course au déclenchement de la guerre. Il est facile d'oublier, mais il y a eu autrefois une autre année appelée 2025, et en novembre de cette année-là, le groupe aéronaval Gerald R. Ford s'est dirigé vers les Caraïbes pour se préparer à une opération spéciale contre Maduro. Puis, en janvier de cette année, d'immenses manifestations ont éclaté en Iran, ce qui a incité l'administration Trump à proposer un soutien armé. Maintenant, cette histoire a déjà été racontée 1000 fois, donc je ne veux pas m'attarder sur ce point. Avant l'affaire du Venezuela, le Ford était dans le golfe Persique. Mais avec son départ et aucun autre porte-avions à proximité, les États-Unis n'étaient pas en position de fournir une aide efficace aux manifestants iraniens. D'où le retard jusqu'au 28 février et le début de la guerre d'Iran. Comme je l'ai dit, les États-Unis sentaient qu'une horloge tournait en arrière-plan lors de la préparation de l'opération. Pour un ensemble de raisons, plus le temps passait, moins l'intervention américaine en Iran serait efficace. La moitié de la raison était que si la protestation faiblissait d'elle-même, il serait difficile de rassembler tout le monde après le début de la guerre. L'autre moitié était que le gouvernement iranien aurait très bien pu massacrer tous ceux qui restaient dans les rues, entre-temps, donnant ainsi aux États-Unis un nombre plus réduit avec lequel travailler, sans parler du fait que ces personnes étaient, vous savez, des êtres humains. Derrière un clavier, je ne peux pas dire quelle année était optimale pour ce compromis. Je peux affirmer avec une certaine assurance que tirer immédiatement après la répression des manifestations n'était pas le meilleur choix. Les États-Unis manquaient alors de puissance de feu suffisante pour agir efficacement. Cependant, tous les missiles balistiques et drones iraniens sont restés dans la région et auraient vite atteint les bases américaines et les moyens alliés. De plus, les États-Unis manquaient de systèmes Patriot, de Tchahad et d'avions de patrouille pour intercepter ces missiles balistiques et drones. Si vous pensez que cette guerre se passe mal pour les États-Unis, le même conflit commencé en janvier aurait été une catastrophe totale. Tout le monde savait pourquoi les partenaires régionaux des États-Unis pressaient Trump d'attendre. C'est pour cette raison. D'un autre côté, je peux aussi vous dire qu'attendre pendant des mois, puis déclencher une guerre à ce moment-là, aurait également été une terrible décision. Si cette guerre avait commencé, disons en septembre, il y aurait eu peu de chances que les manifestations aient un quelconque impact sur le conflit. À ce moment-là, ils auraient cessé de se coordonner. Et bonne chance pour essayer de relancer cela sans un énorme effort des soldats américains sur le terrain. Vous pourriez penser, mais les manifestants n'ont-ils aucun impact sur le conflit actuellement ? Eh bien, gardez cette idée générale en tête un instant, mais notez pour l'instant que le gouvernement s'en inquiète toujours et doit encore consacrer des efforts à réprimer toute rébellion potentielle. Autrement dit, si vous pensez que les choses vont mal en ce moment, elles iraient encore plus mal sans cela. En résumé, les États-Unis devaient ici faire un compromis inévitable. Et il est intéressant de noter qu'en janvier, le sentiment dominant sur les réseaux sociaux était une critique des États-Unis, pour ne pas être intervenu, mais si l'on avance jusqu'au début du mois de mars, la critique porte désormais sur l'intervention des États-Unis. Peut-être qu'une partie de cela est due à l'intervention imparfaite que nous observons actuellement, rendue nécessaire par la volonté de garder un certain espoir pour les manifestants. Permettez-moi de vous expliquer certaines des décisions qui ont été prises et leurs conséquences maintenant. Pour commencer, le Ford ne devrait même pas être là. Prévu pour une maintenance plus tôt cette année, il a finalement été déployé dans la région comme l'un des 2 porte-avions disponibles. À ce stade, je suis sûr que son équipage a hâte de dormir dans un vrai lit. Ils veulent aussi être sûrs que leurs toilettes marcheront. Mais ce sont des compromis relativement mineurs dans l'ensemble. Cela signifie que les dragueurs de mines ne sont pas présents alors que des rumeurs évoquent que l'Iran aurait déjà miné ou s'apprêterait à miner le détroit d'Ormuz. Cela a signifié que les systèmes THAAD en Corée du Sud, que le Pentagone estime manifestement temporairement mieux adaptés à la région du Golfe, ne sont expédiés que maintenant. Cela a signifié que l'USS Tripoli, accompagnée de sa force expéditionnaire de Marines, ne fait que maintenant route vers l'ouest depuis la mer des Philippines, sa mission restant inconnue. Uranium hautement enrichi. L'île de Karg pour gêner les opérations pétrolières iraniennes. La côte pour empêcher les navires de poser des mines.
Ou peut-être des cibles d'opportunités encore invisibles mais qui pourraient en bientôt émerger. Mise à jour éclair de dernière minute ici. Les États-Unis ont frappé l'île de Kharg, ciblant l'infrastructure militaire iranienne par des actions cinétiques. 90% des produits pétroliers iraniens transitent par l'île, mais il est à noter que les États-Unis ont essayé de ne pas toucher à cette infrastructure associée. Ces efforts n'ont pas empêché les prix du pétrole de grimper à nouveau, atteignant actuellement près de $100 le baril, alors que je termine cet addendum à la vidéo. Un autre point récurrent est l'absence d'un système de défense anti-Shahed basé au sol, comme celui de l'Ukraine. Outre la stratégie américaine de cibler l'archer plutôt que la flèche, une question demeure. Pourquoi les ennemis de l'Iran dans la région n'ont-ils pas investi dans un tel système il y a un an ? Parce que le faire correctement, et non pas mettre en place les mesures d'atténuation d'urgence que l'Ukraine fournit actuellement, mais vraiment le faire correctement, prendrait des mois. L'explication ici est une histoire plus compliquée qui implique la politique d'un monde en guerre, donc je la garderai pour une autre fois. Quoi qu'il en soit, c'était une autre partie du compromis, car attendre aussi longtemps aurait de nouveau écarté les manifestants de l'équation. Et c'est pourquoi nous avons la guerre que nous connaissons actuellement, et non une version idéalisée du conflit. Je voulais revoir tout cela pour mieux comprendre le débat partisan sur la guerre. Un camp dira que l'administration Trump ignorait totalement les conséquences militaires. C'est absurde, car aucun camp politique d'une administration n'est jamais chargé de comprendre la stratégie militaire. C'est le rôle du Pentagone, pas celui du secrétaire à la Défense, donc nous ne pouvons pas non plus considérer Axet. Peut-être que Dan Kane, président des chefs d'état-major interarmés et ex-pilote de F-16, ignorait totalement le fonctionnement d'une guerre aérienne. Peut-être que le commandant du CENTCOM, l'amiral Charles Cooper, un homme qui a personnellement traversé le détroit d'Ormuz à plusieurs reprises, n'a aucune idée des risques liés à la fermeture du détroit d'Ormuz. Ces deux théories sont difficiles à croire, et ce sont eux qui planifient réellement. Ou, si vous voulez être encore plus technique, ce sont eux qui supervisent réellement le travail de fond de la planification, et s'assurent qu'aucun des éléments importants ne soit oublié. De l'autre bord politique, vous avez un groupe qui insiste sur le fait que la guerre se déroule de façon spectaculaire et qu'il n'y a aucune raison pour que le public américain s'inquiète. Mais cela est aussi difficile à croire à cause des compromis réels faits lors de la planification de la guerre. Et plus concrètement, nous ne voyons pas encore l'issue du conflit devant nous. Donc si je peux humblement suggérer un meilleur débat à avoir sur cette guerre, ce serait le suivant. Ce que nous observons maintenant est le meilleur compromis que le Pentagone pensait pouvoir trouver entre préparer l'armée américaine à la tâche et laisser le mouvement de protestation s'éteindre. Oh, il y a aussi un mélange où l'appareil de renseignement américain doit peser les compromis. Le fait est que le calcul des compromis est principalement une tâche bureaucratique ennuyeuse. Cependant, il n'y avait aucune règle disant que les États-Unis devaient en faire quoi que ce soit. Et la décision d'y aller réellement est avant tout une décision politique. Donc, si vous pensez que ne rien faire était mieux que de mener cette guerre en particulier, c'est un point de vue tout à fait raisonnable. Si vous voulez aussi parler d'autres décisions politiques qui handicapent les États-Unis ici, comme détourner des ressources vers le Venezuela ou couper les ponts avec des alliés, c'est également un point de vue tout à fait raisonnable. Mais face à un compte à rebours, comparer notre situation à une version idéalisée de la guerre revient à évoquer un scénario contrefactuel dénué de sens. Eh bien, maintenant que je me suis révélé être un passionné de MAGA atteint du syndrome de dérangement Trump, qui a réussi à pousser tous les partisans à se désabonner et les apolitiques à se réabonner, passons à notre deuxième compte à rebours. Combien de temps les États-Unis peuvent-ils poursuivre leurs opérations avant d'atteindre les limites de leur stock ? C'est en fait une question de temps. Combien reste-t-il à l'autre horloge, celle de la longévité du gouvernement iranien, si lui aussi est sur un compte à rebours ? Je sais que l'administration Trump préfère ne pas évoquer le changement de régime comme but explicite de l'opération. Mais prenons un instant pour comprendre pourquoi. Aucune garantie n'existe qu'un changement de régime soit possible ici. Contrairement à d'autres objectifs flous de l'administration, comme réduire les missiles balistiques de l'Iran, celui-ci est facile à mesurer. Soit le gouvernement est au pouvoir, soit il ne l'est pas. Dire que c'est un objectif est risqué politiquement, car cela donne aux autres un critère clair pour juger ses échecs.
Même en cas de succès, il ne gagne pas vraiment plus de mérite pour l'avoir fixé comme objectif initialement. Les premiers signes d'un changement de régime ici ne sont pas encourageants. À notre avis, il n'y a pas de répétition immédiate des manifestations précédentes, même si les États-Unis ont affaibli les forces de sécurité iraniennes. Il est difficile de dire pourquoi. Il se peut que les États-Unis n'aient pas encore ciblé sérieusement les forces de sécurité, car les systèmes anti-aériens, les missiles, les drones et la sécurité du détroit d'Ormuz sont prioritaires. Peut-être que cela changera dans les semaines à venir. Oula, des semaines. Je ressens presque la gêne du groupe Indo-Pacifique du Pentagone à l'idée d'épuiser les stocks de Tomahawk encore des semaines. Peut-être que la répression gouvernementale a été trop forte, supprimant les critiques les plus virulents et laissant une population apeurée. La participation d'Israël à la guerre a sans doute polarisé ce qu'on pourrait appeler les modérés, les poussant à soutenir le régime. Quoi qu'il en soit, les fuites de renseignements américains ne présentent pas un bilan positif. Il y a, je cite, une analyse concordante selon laquelle le régime n'est pas en danger, fin de citation, et que le régime, je cite, garde le contrôle sur la population iranienne, fin de citation. Par ailleurs, toujours selon les renseignements, les groupes kurdes du nord-ouest n'ont pas le poids nécessaire pour menacer réellement le gouvernement. Cela pose la question de savoir si les groupes kurdes voisins pourraient en fournir assez. Cela soulève la question de savoir dans quelle mesure les États-Unis se sont tirés une balle dans le pied en abandonnant de facto les Kurdes en Syrie il y a quelques mois. C'est encore une décision politique, non militaire. Le seul point positif ici pour les États-Unis est l'absence apparente du nouveau guide suprême. La seule preuve que nous avons que ce n'est pas un cas de week-end chez l'ayatollah est un discours écrit. Pas de vidéo, pas de photo, même pas d'audio. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas ici, sinon il passerait à la télévision pour dissiper tout doute. Dans le pire des cas, pour les États-Unis, il est modérément blessé et ne veut pas faire une première apparition publique timide. Dans le meilleur des cas pour les États-Unis, il est grièvement blessé et il est peu probable qu'il survive. Ce serait bénéfique rien que pour le chaos d'un second changement de pouvoir en quelques jours. Une possibilité plus intéressante est que l'Assemblée des experts et le CGRI savèrent à l'avance que ces blessures étaient point mortelles et l'ont nommé guide suprême comme mesure provisoire. En cas de crise de succession en Iran, il vaudrait mieux éviter de la médiatiser, que ce soit auprès des États-Unis ou du peuple iranien. Ils mettent un remplaçant temporaire en espérant tout régler avant que la mort n'arrive. C'est une bonne nouvelle pour les États-Unis car cela laisse la possibilité que le gouvernement finisse par s'effondrer de l'intérieur. La seule question est de savoir si les luttes politiques internes vont évoluer en quelque chose de vraiment déstabilisant. Mais tant qu'il n'y a pas de véritable signe qu'une telle chose se produit, le temps est compté pour les réserves américaines. En parlant de réserves, j'ai un stock de vidéos sur le conflit plus large au Moyen-Orient. Regardez cette playlist pour en voir quelques-unes. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, partager et vous abonner. À la prochaine et prenez soin de vous.